Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille. J'aurais souhaité que lui, son épouse, sa fille, que tout son entourage prennent le temps, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de constater que même si aujourd'hui il y a de l'incertitude, qu'au total, on ne coupe pas d'argent. Je suis très content de pouvoir l'avoir eu comme collègue pendant ces années-là. Je sais que les situations politiques ont souvent beaucoup d'impact sur nos familles. Ouais, journée émotive aujourd'hui. Une autre conséquence de ce conflit entre le gouvernement de François Legault et les médecins qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Lionel Carman, vous avez vu, annonce qu'il quitte ses fonctions de ministre responsable des services sociaux au lendemain d'une lettre ouverte publiée par sa fille, qui est elle-même médecin spécialiste. Elle songe, comme plusieurs de ses collègues, à quitter le Québec. Notre panel du jeudi est là pour nous éclairer. J'ai bien hâte de vous entendre. Carl, Amanda, Émilie, bonsoir. 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 Départ de Lionel Carman. Émilie, j'imagine que vous le connaissez un peu. À quel point c'est un coup dur pour François Legault et pour sa fameuse réforme sur les médecins? Pour ce qui est de la réforme, je pense que François Legault va continuer de foncer, j'en suis certaine. François Legault avait une crotte sur le cœur sur la rémunération des médecins depuis qu'il a été ministre de la Santé en 2002-2003. Donc, quant à moi, je suis certaine d'une chose, il va foncer. Est-ce qu'ils vont renégocier avec Christian Dubé et les médecins? Possiblement, pour peut-être adoucir certaines choses, notamment sur la rémunération dans la loi, mais je pense qu'ils vont foncer. Pour ce qui est de Lionel Carman, là, c'est à l'interne que ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, je parle de ses collègues députés parce que Lionel, il était respecté et adoré. Moi, j'ai travaillé avec cet homme-là, un homme de cœur, un homme qui veut toujours trouver un consensus, des voies de passage. Il est exceptionnel. Et là, ce qu'on me dit à l'interne, c'est que ça, comme on dit, là, ça brasse la cabane parce qu'il y a des collègues qui étaient déjà en réflexion. Il y en a qui sont insatisfaits. Ils restent dans le caucus, mais ils sont insatisfaits. Donc là, est-ce qu'il y aura d'autres départs dans les prochaines semaines, prochains mois? Possiblement, parce que ça vient vraiment, on me dit là à l'interne, c'est une blessure vive, donc on verra ce qui se passera. Mais à l'interne, là, moi, je pense que c'est là où le bas va blesser davantage avec le départ de Lionel Carman. Et bien sûr, publiquement, bien, ça devient difficile de porter la réforme. Je crois qu'ils vont le faire quand même, mais quand un médecin à l'interne de la CAQ te désavoue, c'est sûr que ça devient difficile pour la suite, mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont continuer quand même. Oui, c'est ça, coup dur à l'interne, mais Carl, on peut imaginer aussi coup dur dans l'opinion publique qui regarde ça et qui dit, bon, bien là, rien ne va plus pour le gouvernement. Si tu n'es même pas capable de vendre ta réforme sur les médecins aux médecins dans ton caucus, ça va pas bien. Il n'y a pas grand personne qui achète cette réforme-là et c'est le problème avec la politique de la terre brûlée que semble appliquer François Legault et Christian Dubé dans ce dossier-là. Et malheureusement, bon, Lionel Carman, sa famille, c'est un symbole fort, puissant pour les électeurs. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est les autres médecins qui, depuis le mois d'octobre, le quittent en grand nombre le Québec pour le Nouveau-Brunswick, pour l'Ontario. Il y en a une centaine depuis la semaine dernière qui ont annoncé qu'ils quittaient, qui ont fait les démarches, qui ont soumis leur application aux autres provinces. C'est là où est le problème. Et malheureusement, ce sont les patients qui vont en payer le prix à court terme. Parce qu'on fait le calcul rapide de 200 médecins depuis le mois d'octobre à 1000 patients chacun. C'est du monde, ça. On va les remplacer comment, quand? Mystère et boule de gomme. Oui, c'est ça. On va parler dans un moment de cette campagne de recrutement justement assez agressive d'autres provinces. Mais d'abord, Amanda, je vais vous entendre sur la crise politique du jour, à quel point c'est un coup dur. Oui, et j'écoutais François Legault et il me semble que dans son ton, je ne peux pas mettre mon doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent. Ça manquait d'énergie. C'était très... c'était pas partisan. Il n'y avait pas de coup dur. Là. Ils étaient ensemble. Là. Oui, il semblait résigné. Donc, je ne suis pas prête à dire que François Legault va quitter, mais je pense qu'il y a quelque chose qui brasse dans les coulisses et on va voir bientôt. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Oui, et là, bon, arrivons-en à ces fameux efforts de recrutement. Déjà que ça ne va pas bien pour les médecins au Québec, là, les autres provinces se les arrachent. On va écouter les déclarations de Doug Ford qui ont fait beaucoup réagir et qui ont piqué au vif, justement, François Legault hier. We're rich in francophone culture here, over 600,000 francophones, and there's something about myself and Quebecers we connect. They're passionate, they're fighters. I love Quebecers. And so come by and we'll get you connected. C'est totalement inacceptable. C'est un manque de jugement total. On a tous des gros enjeux pour améliorer nos systèmes de santé dans toutes les provinces. C'est pas le temps de se tirer dans le dos.
Qu'avez-vous pensé de ça, Amanda, M. Ford, qui dit, bon, ben, prenez le téléphone, appelez-moi 1-800 Doug Ford, vous êtes un médecin, venez-vous-en, on vous accueille à bras ouverts. C'est le Doug Ford qu'on connaît. Ça fait longtemps. Je pense qu'il faut quand même toujours regarder l'astérix et les clauses cachées quand M. Ford exagère. Il dit vous aurez la meilleure qualité de vie que vous avez jamais eue. C'est vraiment typique de vouloir avoir l'attention. Mais quand même, il fait ce qu'il a à faire. Il est quand même opportuniste. Mais l'activité préférée de M. Ford ces temps-ci, c'est vraiment de ne pas se mêler de ses affaires. Et je pense que ça va y revenir. Je pense pas que c'était approprié nécessairement, mais il ne faut quand même pas paniquer. Je pense que c'est quand même une décision assez difficile pour les médecins à faire de changer de province. Dans moins de 12 mois, il va y avoir une élection. La CAQ est en chute libre. C'est quand même, s'ils peuvent endurer, tolérer pour 11 mois, 11-12 mois, la situation va changer. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer de province? OK, intéressant. M. Ford et M. Legault, Émilie, qui étaient de très, très bons amis, en tout cas en apparence, il y a quelques années. Là, on sent qu'il y a un petit froid qui s'est installé. Oui, et je pense que du côté de François Legault, la confiance va être ébranlée pour un bout de temps. Parce que ça, c'est l'équivalent d'avoir un coup de couteau dans le dos, là, de la part d'un de tes collègues, un premier ministre d'une autre province. C'est pas évident. Moi, je pense que Doug Ford aurait peut-être dû passer son tour là, sur celle-là. Effectivement, François Legault, je suis 100% d'accord avec lui. Il y a des enjeux partout dans les provinces concernant le système de santé. Alors, imaginez si les premiers ministres se mettent à s'auto-cannibaliser. Je trouve que c'est un manque de délicatesse et d'instinct politique assez frappant, ce qu'on a vu de la part de l'Ontario, mais aussi un peu de la part du Nouveau-Brunswick. Hein? Et comme Amanda le dit, ne paniquons pas parce qu'une demande d'un médecin auprès d'une autre province, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas encore déménagé sa famille, ses enfants, ils s'en iront pas toutes. Ils s'en iront pas toutes. Il y a des choses qui se font sous le coup de l'émotion aussi, puis je banalise pas ça, puis je comprends. Mais il faudra voir le bilan dans 6 mois, 1 an, à savoir qui a réellement traversé les frontières. Mais pour ce qui est de Doug Ford, je pense qu'il vient de donner un coup dur à la confiance que François Legault pourra lui porter dans l'ensemble des dossiers dans le futur. Est-ce qu'il aurait dû se garder une petite gêne, Carl, M. Ford? Probablement, mais toute politique est domestique. Et pour Doug Ford, il y a un besoin criant de médecins. Et en Ontario, là, on applaudit l'arrivée potentielle de médecins québécois, tout comme au Nouveau-Brunswick d'ailleurs. Alors, c'est au plus fort la poche. Et Doug Ford a vu l'opportunité parce que François Legault a créé les conditions qui amènent les médecins québécois à reconsidérer leur avenir. Et ça, c'est à François Legault. Alors, il a beau pleurnicher puis dire ça n'a pas de bon sens, puis c'est un coup dans le dos, mais la réalité, c'est que si les médecins quittent, c'est François Legault qui va en payer le prix politique. C'est pas Doug Ford. Doug Ford, lui, va en retirer des bénéfices à court terme s'il réussit à régler un tant soit peu les problèmes en Ontario à cause de la crise québécoise. Intéressant. Et autre dossier cette semaine qui a marqué l'actualité, où on a senti une espèce de fracture dans l'unité canadienne, c'est ces fameuses publicités anti-tarifs diffusées aux États-Unis. L'Ontario a suspendu sa campagne qui avait mené à la rupture des négociations entre M. Trump et M. Carney. Mais la Colombie-Britannique a aussi des publicités qui sont en préparation. Elle veut continuer d'aller de l'avant. Est-ce qu'on sent, Émilie, que la fameuse unité canadienne est en train de briser un peu? Ah bien ça, là, c'était ça le défi depuis le tout début. Vous savez, quand on a vu Donald Trump arriver au pouvoir, on s'est dit, l'unité canadienne, elle tiendra combien de temps? Alors là, on voit des failles parce que certaines provinces voudraient y aller plus durement envers les Américains, tandis que d'autres disent, ne froissons pas Donald Trump et la Maison-Blanche dans le but d'obtenir des concessions. Hein? C'est toujours le but ultime dans l'histoire. J'ai l'impression que cette unité-là, elle est en train de s'effriter. Mark Carney, ce sera un test de leadership pour lui, à savoir s'il est capable de continuer de rallier dans une même direction commune l'ensemble des premiers ministres. Mais là, à date, ça semble montrer des failles. Oui, Amanda? Oui, absolument. Encore une fois, M. Ford qui vient pas se mêler de ses affaires puis que ça cause des problèmes. Je pense que M. Ford se défend en disant qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui ont vu la publicité, mais en même temps, ça vient bouleverser la stratégie et M. Carney, le gouvernement libéral, essaie, ça fait des mois, on marche sur des œufs, on veut vraiment pas frustrer et irriter M. Trump. Et maintenant, ça veut dire qu'il va falloir tout revoir ça et ça tombe à l'eau. Donc, je pense qu'il y a quand même un sentiment d'irritation et M. Ford va falloir qu'il recule. Et c'est quand la dernière fois que M. Trump a reculé devant quelqu'un qui l'a humilié? Donc, est-ce que ça va fonctionner, cette publicité-là? Et de vraiment évaluer de froisser la relation avec M. Trump, qui avait des progrès, ça en a valu le coup.
Oui, on sent que M. Ford s'impatiente dans tout ça et on nous dit à l'interne qu'il hérite profondément des gens du gouvernement de Donald Trump. Carl, comment vous avez vu ça? Oui, il hérite le gouvernement de Donald Trump lui-même, mais aussi le gouvernement Carney, bien sûr, en allant jouer dans les plates-bandes du fédéral. Le problème, cependant, un peu causé par Mark Carney, là, parce que la méthode forte, la méthode de se tenir debout, la méthode que Doug Ford appuie, c'est celle sur laquelle Mark Carney s'est fait élire. Hein? Rappelez-vous, les coudes en haut, on va se battre, on va se tenir debout. Or, depuis sa réélection, il a plutôt sorti le pot de miel pour tenter de flatter, amadouer Donald Trump. Ça ne fonctionne pas plus. Alors, l'Ontario s'impatiente, mais il n'est pas tout seul, Doug Ford. David Eby, vous l'avez mentionné, un Colombie-Britannique qui a annoncé une campagne qui s'en vient. Il y a le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, qui a lancé sa propre publicité en demandant à Doug Ford de les conserver. Alors, il y a des appuis. Et il faut dire que l'Ontario, au premier chef, là, est la province la plus touchée par les tarifs, l'acier, l'industrie automobile, l'aluminium aussi également. Alors, c'est sûr que les conséquences sont importantes pour l'Ontario, peut-être plus que pour les provinces qui protestent, comme Daniel Smith en Alberta, qui, elle, a un marché encore tout à fait ouvert pour ses produits énergétiques. Ça vient donc toucher une corde sensible en Ontario, cette question-là. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. On a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! Le 30 octobre 1995, à cette heure-ci, le pays au complet retenait son souffle. Est-ce que le Québec allait se séparer du reste du Canada? C'est finalement le camp du non qui l'a emporté avec une très mince majorité. Là, on vous a demandé de réfléchir un peu, peut-être vous remémorer des souvenirs 30 ans après le référendum. Comment se porte le mouvement souverainiste? Je vais vous entendre là-dessus, Émilie. Écoutez, je pense qu'il se porte de mieux en mieux et je m'explique parce qu'il fut un temps dans les 15 dernières années où on avait une génération de jeunes qui n'avaient pas vraiment connu 1995. Moi-même, j'étais très jeune, j'étais au secondaire et je me souviens que ça a été tout un moment très émotif et tout ça. Je me souviens très bien de ça, nos professeurs nous en parlaient. Mais par après, on avait toute une génération de jeunes électeurs qui n'avaient jamais été initiés vraiment, n'avaient pas connu 1995. Et là, maintenant, je pense que les tournées que le Parti québécois a effectuées dans la dernière année et demie dans les écoles, les cégeps, les universités québécoises ont peut-être porté leurs fruits parce que tous les derniers sondages montrent que les jeunes sont plus souverainistes qu'ils ne l'étaient et de façon assez marquée. Alors, vous savez, hein, pour porter un projet de souveraineté, ça prend les jeunes parce que ce sont probablement eux, peut-être plus tard qu'ils le feront. On verra bien. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Le Québec sera peut-être souverain, peut-être que non. Mais j'aurais goût de dire qu'on a eu un creux hein, dans les 15 dernières années, mais que là, avec un nouveau chef au PQ qui s'assume, qui dit « je ferai un référendum coûte que coûte si je prends le pouvoir », et avec les jeunes qui de plus en plus peut-être adhèrent à ce mouvement-là, j'aurais tendance à dire que pour le mouvement souverainiste, en tout cas, ils ne sont pas dans un creux de vague actuellement. OK, un nouveau souffle donc peut-être 30 ans après ce référendum, Carl? Oui, mais c'est un souffle court quand même, hein, parce que les sondages démontrent que l'appui à la souveraineté au Québec est toujours autour de entre 30 et 35 là, on est loin du 50 Et il y a toujours deux partis souverainistes représentés à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une division là. On verra ce que ça donnera après les prochaines élections. Mais Émilie soulève un bon point que les jeunes semblent se tourner de plus en plus vers la souveraineté, ce qui n'était certainement pas le cas là, dans les années 2000. Alors, il y a peut-être un changement de garde, peut-être représenté par Paul Saint-Pierre Plamondon. Le défi, bien sûr, avec les jeunes, c'est de les faire sortir, c'est de les faire voter, c'est de les mobiliser alors qu'ils sont sollicités de toutes parts par toutes sortes de choses. Est-ce que c'est un projet porteur? Et est-ce qu'on est en mesure, du côté du Parti québécois, de ramener les gens qui sont à Québec solidaire, voire ceux qui sont avec la CAQ, pour avoir un parti qui pourrait éventuellement non seulement former le gouvernement, mais remporter un référendum, parce qu'un échec référendaire, un troisième, ça serait extrêmement difficile de s'en remettre. Oui, parce qu'il y a deux batailles, effectivement. Les élections, ici, c'est le PQ. Bien, après ça, est-ce qu'il y aura ou non un référendum et est-ce qu'on peut le remporter? Amanda? Oui, alors moi, le 30 octobre 1995, j'avais 6 ans. J'étais en première année et je pense que cette soirée-là, je préparais probablement mon costume d'Halloween. Je ne regardais pas les résultats, mais je sais que mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui étaient vivants à l'époque suivaient ça de très près parce que nous, en Ontario, à Ottawa, dans l'Est ontarien, c'est certain que si le oui l'avait remporté, que ça aurait eu des conséquences énormes. Donc, je sais que l'Ontario s'était mobilisé quand même beaucoup
beaucoup. On louait des autobus pour aller mobiliser le non. Alors, je pense qu'il faut quand même faire attention avec les chiffres parce que c'est quand même pas assez le camp du oui. Et même à l'intérieur du Parti québécois, il semblerait qu'il y a un tiers de ces gens-là qui appuient le Parti québécois qui ne veulent pas de référendum. Donc, ils vont voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon pour d'autres raisons. Alors, c'est quand même délicat et les derniers sondages ne démontrent pas que le oui l'emporterait, mais c'est quand même à surveiller que les jeunes sont plus intéressés. OK. À surveiller, tour de table très rapide. Semaine prochaine, mardi, le premier budget du gouvernement de Mark Carney, 4 novembre. Vous vous attendez à quoi, Émilie, en quelques secondes? Ah, mon Dieu, des coupures. Il faut s'attendre à ça. Donc, une séparation des dépenses entre les investissements et les dépenses d'épicerie, comme on pourrait dire. Donc, ça va vouloir dire coupure dans la fonction publique. J'ai hâte d'en voir réellement l'ampleur. Et j'ai hâte de voir, moi, les investissements en défense, parce que Mark Carney semble être très orienté vers ça. Alors, je surveillerai ça de près. En quelques secondes, Amanda. Oui, alors moi, je pense que c'est abordabilité, accès au logement, des mesures pour ça, militaire également, investissement. Mais je pense que abordabilité, vraiment, là, ça va devoir être ça parce que, autre que les États-Unis, durant la campagne électorale, c'était vraiment ça, l'enjeu domestique le plus soulevé. OK. Carl, le mot de la fin? L'une des questions clés, c'est qui supportera ce budget? Est-ce qu'il y aura une élection à cause de ce budget? Austérité, investissement. Pour l'instant, Stephen McKinnon, leader en chambre, dit qu'il n'a pas les votes pour le faire adopter. Ça fait peur à la veille de l'Halloween. Salut bien, les amis. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci.